Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver sur le live du Festival Territoire Sauvage. Je suis journaliste pour la revue Far West, un média local qui raconte le Sud-Ouest en format long et un documentaire, et c'est moi qui vais animer cette deuxième conférence. Alors, comme vous le savez peut-être, en temps normal, le Festival Territoire Sauvage se tient devant la réserve ornithologique du Teche, sur les bords du bassin d'Arcachon, mais cette année, au vu de la situation sanitaire, le festival a été un petit peu adapté. Mais malgré le contexte, l'association Système Nature, qui organise le festival, a tenu tout de même à maintenir cette troisième édition et à vous présenter un maximum d'activités en ligne. Alors cette année, le thème qui a été retenu est celui de la nature sauvage nocturne. Je vous rappelle qu'en plus des conférences comme celle d'aujourd'hui, on a des films et des documentaires naturalistes qui sont diffusés pendant 3 jours sur le site du festival, www.territoiresauvage.fr. Je vous rappelle également que ces diffusions peuvent avoir lieu grâce aux équipes du Festival international du film ornithologique de Minigout. Toujours en ligne, vous pouvez également visionner des courts-métrages qui sont disponibles toute la durée du festival. Pour y avoir accès, vous devez aller sur la page programme du site du festival, puis cliquer sur les films proposés, et là, vous aurez la sélection de courts-métrages. En parallèle du festival en ligne, on a aussi des balades en nature qui sont organisées avec des artistes et des acteurs de la préservation du vivant, tout au long des 3 jours, mais avec forcément une jauge limitée à 5 personnes. Alors malheureusement pour cette année, les balades sont déjà complètes, mais sachez qu'elles auront à nouveau lieu l'an prochain et que vous pouvez aussi profiter des accueils postés au Teche et à Audange, c'est-à-dire en fait d'un animateur qui va être posté à un endroit fixe et qui pourra vous répondre à vos questions, à vos interrogations directement sur place. Mais évidemment, ça s'adresse uniquement à ceux qui habitent à moins de 10 km. Sachez également que cette année, Système Nature organise un concours photo sur le thème de la nuit et que vous avez encore jusqu'à demain pour élire le prix du public. Je vous rappelle enfin que le festival ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien de l'Europe, de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. On remercie évidemment aussi les partenaires du festival, que sont la commune du Teche, sa réserve ornithologique et le parc naturel régional des Landes de Gascogne. On va maintenant passer à notre conférence. Alors pour rappel, hier on a échangé avec Thierry Baudin, qui est membre de JAL Astronomie, le club d'astronomes amateurs de Martinez-sur-Jalles, et qui nous a parlé des problèmes causés par la pollution lumineuse. Donc ça, c'était des problèmes qui touchaient la faune et la flore et qui perturbaient leur environnement et leur rythme de vie, mais aussi des problèmes qui touchaient l'homme en déréglant son sommeil normalement. Alors aujourd'hui, on va parler avec Amandine Douillard. Bonjour Amandine. Ah, moi je vous entends pas. Je sais pas si vous m'entendez ou si... Bonjour, Ah, si je vous c'est bon, entends. j'avais Parfait, coupé mon impeccable. micro, Maintenant je vous pardon. entends. Il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Ok. Alors donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'un animal de nuit qui est sûrement celui auquel on pense le plus en premier quand on parle d'animal de nuit, mais peut-être qui est celui qu'on connaît le moins aussi. On va parler des chauves-souris. Alors souvent, les chauves-souris, elles nous font peur, et même quand elles nous font pas peur, on ne sait pas toujours comment les aider. Elles véhiculent aussi tout un tas d'idées reçues qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui. Donc Amandine Douillard, pour vous présenter rapidement, vous êtes bénévole et coordinatrice du réseau SOS Kiro, qui en gros, Oui. vous allez nous expliquer ce que c'est, mais donc qui répond aux appels de particuliers qui ont trouvé une chauve-souris dans leur jardin ou dans leur grenier, par exemple. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Vous êtes également chiroptérologue de métier. Alors vous allez aussi nous expliquer ce que c'est qu'un chiroptérologue. Et enfin, nous parler de ce monde mystérieux des chauves-souris. Alors, je vous signale Eh simplement ben, que, donc pour nos auditeurs, je vous signale simplement que la conférence sera suivie d'échanges. Vous pouvez directement poser vos questions en direct sur le chat Facebook. Moi, je les prendrai et je poserai vos questions à Amandine à la fin. Voilà, Amandine, vous avez la parole. merci beaucoup. Eh ben, merci pour cette présentation. Donc, merci à tous et merci de suivre cette conférence. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du monde mystérieux des chauves-souris. Voilà, les chauves-souris, donc cet animal un petit peu mal aimé. Comme l'a présenté Amandine, je suis donc chiroptérologue. Et donc, chiroptérologue, c'est un mot savant en fait, qui signifie tout simplement étudier les chauves-souris. Donc, on en reparlera sur cette présentation. Donc voilà un petit peu le déroulé de la conférence. Donc du coup, je vais vous faire une rapide présentation. Je vous parlerai un bon moment des généralités sur les chauves-souris. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce sont des animaux vraiment très complexes. Je vous ferai une partie sur les idées reçues un petit peu qui sont un peu tenaces sur les chauves-souris. Nous verrons les menaces qui pèsent sur elles et vous verrez qu'il y en a quand même beaucoup. Je vous présenterai enfin un moyen de les aider et c'est là où je pourrais vous parler du réseau SOS Kiro, effectivement, que je coordonne à l'échelle de l'Aix-Aquitaine.
Et puis après, nous quitterons tranquillement sur les questions qui, je l'espère, seront nombreuses et intéressantes, mais je n'en doute pas. Donc voilà, donc je commence. Donc chiroptérologue, donc tout simplement chiroptérologue pour chiroptère, donc qui étudie les chauves-souris. Donc voilà, c'est un petit mot savant, mais qui veut juste dire ça. Donc moi, je suis bénévole au groupe Chiroptère Aquitaine, qui est une association locale qui s'occupe des 5 départements de l'ex-Aquitaine. C'est une association qui a 20 ans d'existence maintenant, qui est entièrement composée de bénévoles et qui contribue en fait à protéger les espèces et leur habitat selon 3 grands axes, à savoir une meilleure connaissance. Pour cela, nous pratiquons très régulièrement des inventaires, des suivis. On participe aussi à des études. Ensuite, il y a tout ce qui est protection de grands sites majeurs. Et là, nous mettons en place des conventions, soit avec des professionnels ou des particuliers, notamment les conventions refuges. Et enfin, il y a une grande partie de sensibilisation et d'information auprès du grand public, un peu comme ce que je fais ici devant vous, voilà, pour justement en faire apprendre un peu plus aux gens, un peu plus d'informations sur les chauves-souris. Donc nous allons commencer tout de suite le vif du sujet avec quelques généralités sur les chiroptères. Donc j'ai essayé de présenter ça un petit peu sous la forme de carte d'identité. Donc voilà, donc chiroptère. Chiroptère, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est une question qu'on me demande souvent quand je fais des animations du jour de la nuit ou autre. En fait, chiroptère, ça nous vient du grec. Ça vient de kéros, qui voulait dire la main, et ptère, qui signifie voler. Donc tout simplement, chiroptère, c'est qui vole avec la main, et on va voir que ce sont effectivement des individus qui volent avec leurs mains. Je rappelle que ce ne sont pas des oiseaux, donc ils ont vraiment, c'est un abus de langage de dire que ce sont des ailes. Un nom un peu plus commun qu'on leur attribue, donc c'est chauve-souris. Et là, pareil, on ne comprend pas très bien pourquoi chauve, étant donné que c'est un mammifère, donc couvert de poils. Souris, donc ce n'est pas un rongeur. Encore une fois, ça vient du grec. À l'époque, en fait, quand la chauve-souris avait été décrite, elle avait été décrite principalement par ses mœurs nocturnes. Et pour avoir ce côté nocturne, on l'avait appelé kawa. Kawa qui signifiait la chouette. Donc kawa, la chouette, sorix, la souris. Parce que, bah voilà, en volant, effectivement, à l'époque, on devait se dire que ça ressemblait à une souris volante, peut-être. Et donc, Kawa Sorix, au fil du temps, en fait, s'est transformé en Calva Sorix, et Calva signifie chauve. Et c'est comme ça que notre petite chauve-souris est née, tout simplement par une déformation du langage. Du coup, donc les chauves-souris, elles ont il y a plusieurs espèces, hein, il y en a 35 en France, et elles ont toutes des noms un petit peu différents, empruntés à différents langages, à l'italien beaucoup. Certainement, vous en connaissez quelques-unes, au moins que vous avez entendu parler. La plus connue reste la pipistrelle, donc il y a différentes espèces de pipistrelles. Vous avez aussi les murins, qui sont des espèces plus forestières. Vous avez la barbastelle, qui sonne bien, qui a un nom emprunté à l'italien. Vous avez les noctules, les oreillards, les rhinolophes, les sérotines, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'espèces. Donc, comme je le disais, en France, nous avons 35 espèces. C'est beaucoup et pas beaucoup quand on sait que dans le monde entier, il y a environ 1400 espèces. On n'est pas encore sûr du nombre, puisqu'il y a des espèces qu'on découvre encore actuellement, mais voilà, en gros, 1400 espèces dans le monde, 35 en France métropolitaine. Voilà, sur les îles, sur nos dom-toms, on a encore d'autres espèces que nous ne verrons pas aujourd'hui. Et en Aquitaine, enfin ex-Aquitaine, il y a 26 espèces, voilà, sur ces 35, donc c'est quand même pas mal. Des petites anecdotes sur les mensurations. Donc en France, la plus petite chauve-souris, c'est la pipistrelle pygmée. Je crois que c'est la plus petite d'Europe. Elle fait à peu près 3 grammes. Donc je ne sais pas, pour vous donner l'idée, un paquet de mouchoirs fait à peu près 8-10 grammes. Donc elle fait à peu près 3 grammes pour une envergure de 19 cm. Alors ça peut paraître gros, mais comme je vous dis, envergure, c'est vraiment avec les ailes déployées. Donc c'est vraiment pas très gros. Et la plus grande en France, métropolitaine toujours, c'est la grande noctule, qui elle fait à peu près 50 cm d'envergure. Donc là, ça commence déjà à être du bel animal, pour un poids qui oscille autour de 60 grammes. Donc ça, c'est ce qu'on trouve en France. Pour faire un petit peu le rapport avec ce qui se passe dans le monde, il faut savoir que la plus petite chauve-souris dans le monde s'appelle la chauve-souris bourdon, que l'on trouve principalement en Asie, en Thaïlande, je crois. Et la chauve-souris bourdon, elle fait 2 grammes. C'est pratiquement le mammifère le plus petit au monde, en fait, le plus léger surtout au monde.
pour 3 centimètres. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un tout petit animal. Il a même fallu se demander au début si c'était une chauve-souris ou pas. Et à contrario, la plus grande, que vous ne rencontrerez pas en tout cas en France, vit aussi en Asie. C'est la roussette de Philippines, qui est frugivore, donc qui ne mange que des fruits, donc il n'y a pas de souci si vous en croisez une. Elle, par contre, elle fait 1,70 m d'envergure. Donc c'est énorme. Ça fait vraiment la taille d'un humain avec les ailes déployées. En taille, elle fait à peu près la taille d'un bon lièvre, en fait. Et pour ces 1,70 m, elle dépasse rarement 1 kg, 1,2 kg de poids. Donc il y a vraiment un contraste entre cette envergure et le poids en fait qu'elles peuvent faire. Alors, il faut savoir que la chauve-souris, donc c'est un animal qui est connu depuis très longtemps. Les premières citations bibliographiques, on va dire, datent de 350 avant Jésus-Christ. Donc c'est Aristote qui avait décrit en fait cet animal nocturne et déjà mystérieux. Dans la science, en fait, il a été découvert un fossile qui a été attribué vraiment à une chauve-souris qui date de 50 millions d'années. Donc c'est quand même assez ancien. Et plus récemment, c'était en 2019, il me semble, il y a eu un fossile un dinosaure en fait qui a été mis à jour, donc en Chine aussi. Et en fait, ce fossile est très intéressant c'est un mélange entre un mammifère et un oiseau. C'est un fossile qui a priori portait des plumes, donc comme un oiseau, mais avait des ailes, on va dire ailes, de chauve-souris et non pas des ailes d'oiseau. Donc voilà, c'est assez contradictoire, donc en tout cas c'est très intéressant. Voilà, les chauves-souris existent depuis vraiment très très longtemps. Et malgré tout, les 35 espèces qui sont en France sont toutes en déclin à l'échelle nationale, pas simplement en Aquitaine, mais vraiment dans toute la France, elles sont toutes en déclin. Donc nous verrons pourquoi aussi tout à l'heure. Et donc en signe particulier, alors il y a tellement de choses à dire, mais il a fallu concentrer. Donc ce sont des espèces que l'on dit longévives, tout simplement parce qu'elles vivent longtemps, elles peuvent vivre plusieurs dizaines d'années. Il y a quelques records autour de 40 ans, donc c'est quand même pas rien. Elles mettent bas, comme on l'a dit, ce sont des mammifères, donc elles mettent bas, et elles mettent bas très 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 souvent un seul petit par an et par femelle. Rarement deux, il y a des espèces qui sont plus spécialisées dans les jumeaux, mais malheureusement ça leur demande une telle énergie en fait pour allaiter ces petits que généralement il y a des petits qui malheureusement n'arrivera pas à terme. Donc voilà pour les petites généralités, en tout cas la présentation générale des chauves-souris. On va s'intéresser maintenant aux moyens de communication. Donc on dit que les chauves-souris utilisent l'écholocation. L'écholocation, tout simplement, ça peut se traduire par voir avec ses oreilles. Donc il faut savoir qu'une chauve-souris, quand elle se déplace, en fait, elle émet des sons avec sa gueule. Selon les espèces, ça peut être aussi avec les narines, mais ça a une portée moindre. Et du coup, elle émet un son dans l'air et elle étudie l'écho qui lui revient. Donc elle analyse l'écho. Ce sonar en fait qu'elle émet va lui permettre de quadriller son environnement vraiment en 3D et elle va être capable de déterminer si son cri a rebondi sur une proie vivante en mouvement ou sur un obstacle, parce qu'elle ne s'en sert pas que pour chasser, elle s'en sert vraiment pour se déplacer, et parfois elle a besoin d'éviter une feuille, un muret, un humain, peu importe, mais quand elle a besoin de manger, elle utilise cette technique pour vraiment cartographier son environnement. Une fois qu'elle a cartographié une proie, donc ici sur l'exemple vous avez un pauvre petit insecte qui s'est rendu compte qu'il était pris en chasse, elle va commencer à accélérer l'envoi de signaux pour avoir un maximum d'informations possibles. Il faut savoir que quand une chauve-souris prend en chasse une proie, elle peut aller jusqu'à émettre 150 cris par seconde, ce qui est vraiment énorme, il faut se rendre compte. Et à ce moment-là, la proie, vraiment, elle a très peu de chances de s'en sortir parce que les chauves-souris ont vraiment un radar très perfectionné. Malheureusement, ou heureusement, il y a eu quand même de l'évolution dans cette stratégie de chasse, et les insectes que les chauves-souris chassent, notamment les papillons de nuit, sont ce qu'on appelle tympanés. Donc tympanés, tout simplement, ça signifie qu'au niveau de l'oreille, on va dire, ils ont une petite membrane qui se met à osciller, à vibrer quand elles perçoivent un son, un ultrason.
Et du coup, quand un papillon entend ces ultrasons et qu'il arrive à percevoir une accélération de ces ondes en fait, qui lui arrivent, il va tout de suite comprendre que c'est pas bon pour lui en fait, et déclencher un comportement de fuite. Et donc il y a certaines chauves-souris, pour éviter ça, parce que je rappelle que les chauves-souris donc volent, et ça demande vraiment beaucoup d'énergie pour prendre en chasse un insecte. Si c'est pour faire chou blanc à la fin, c'est pas intéressant pour elles. Et du coup, certaines espèces, notamment la barbastelle d'Europe, a développé une stratégie, tout simplement pour éviter que le papillon s'enfuit. Quand elle lance ses cris, en fait, elle va mimer une conversation entre deux espèces, donc deux pipistrelles, et elle va le faire sur un rythme qu'on appelle de transit, donc un rythme très calme pour ne pas affoler justement les proies. Donc elle va faire sur deux gammes de fréquences différentes. Le papillon, du coup, entend ces cris, mais ne ressent pas d'accélération, ne ressent pas d'animosité pour lui, donc ne va pas déclencher de mouvement de fuite. Et en fait, dommage, c'était la stratégie de la barbastelle, et elle va quand même réussir à le boulotter finalement. Donc ça, c'était une des techniques parmi tellement d'autres. Du coup, donc, comme j'ai dit, les chauves-souris émettent des sons qui sont des ultrasons. Nous, notre oreille, en fait, perçoit des sons compris sur une gamme entre 2 et 20 kHz. La chauve-souris, elle, peut émettre sur une gamme de 10 à 110 kHz. Autant vous dire qu'on n'entend rien du tout. Mais comme nous sommes humains et un petit peu têtus, on veut quand même les entendre. Du coup, nous avons créé des appareils, comme vous pouvez voir sur la diapo, pour pouvoir transformer ces sons inaudibles en sons audibles. Et ça nous permet, en fait, quand on est sur le terrain, tout simplement, de pouvoir déterminer de quelle espèce il s'agit, de déterminer son comportement et vraiment tout son comportement et tout ce qu'il fait en fait en se déplaçant. Et pour vous retransmettre un petit peu ça, je vais vous faire écouter très rapidement deux petits sons de chauve-souris totalement différentes, vous le verrez, et c'est vraiment des perceptions qu'on a sur le terrain. Quand on est sur le terrain et que l'on fait de l'écoute active, c'est ça qu'on entend. De petites bulles, tout ça en fait c'est du cri de chauve-souris. Donc là, erreur. Là, vous savez en fait en entendant ça, donc l'appareil vous affiche une fréquence, vous savez à peu près quelle espèce c'est. Au comportement, vous savez que c'était rapide. Donc voilà, là on avait une pipistrelle commune qui était en chasse. Et vous avez d'autres chauves-souris qui ont des sons totalement différents. Je vais peut-être pas réussir à le déclencher. Je n'ai plus la main sur le... Ah, désolé, petit problème technique. Je ne sais pas si tu m'entends. Voilà. Donc ça, si vous l'entendez, ce n'est pas un individu qui vient de l'espace. C'est ce qu'on appelle le rhinolophe. Le rhinolophe, en fait, c'est une chauve-souris aussi. Les fameuses donc, qui émettent des sons par leurs narines et qui ont des sons vraiment très haut perchés. Impossible de se tromper. Vous êtes sur le terrain, vous entendez ça, c'est du rhinolophe à 100%. Donc voilà. Du coup, maintenant, je vais vous parler un petit peu de ces moyens de déplacement. Donc la chauve-souris, il faut savoir, je le répète et je pense que je le répéterai encore, c'est un mammifère. J'ai vraiment de nombreuses personnes qui me disent « Ah mais c'est un oiseau !» Non, je vous le confirme, c'est un mammifère. Et c'est le seul mammifère qui pratique le vol actif. Donc pour comparer, je vous ai mis une petite photo d'un animal qu'on appelle un écureuil volant. Donc c'est un abus de langage. Il pourrait y avoir confrontation avec la chauve-souris pour droit d'auteur, si j'ose dire. L'écureuil volant, en fait, ne vole pas. Un écureuil volant, il va planer, il va ouvrir ses membres et se faire porter par l'air. La chauve-souris, vraiment, a un vol actif. Elle bat de ses mains pour pouvoir voler et se déplacer. Je vous ai mis un petit schéma également, vraiment pour illustrer les ressemblances entre un bras, en fait, humain et le bras de la chauve-souris. Et du coup, vous voyez bien que ce qui est vraiment surdimensionné chez la chauve-souris, c'est vraiment ses doigts, ce qui apparaît en jaune à l'écran. Et donc, c'est important parce que c'est avec ses doigts, en fait, ça va lui permettre d'avoir une grande structure pour pouvoir voler, en fait. C'est le support de sa membrane que vous voyez qu'elle est dessinée. C'est ce qui va lui permettre d'avoir un vol actif. Le cycle biologique, effectivement, la chauve-souris a un cycle biologique assez...
pas complexe, mais complet, qui est lié aux saisons. Tout simplement, la chauve-souris, en fait, calque son cycle biologique sur celui des insectes, puisqu'elles sont dépendantes, elles les mangent, donc elles ne vont pas être très actives l'hiver, puisqu'effectivement, l'hiver, il y a peu ou pas d'insectes. Mais voilà, elle calque son cycle, en fait, sur celui des insectes. On va commencer par le printemps, puisque nous sommes au printemps, nous avons la chance d'avoir de belles journées actuellement. Alors au printemps, tout simplement, donc à la sortie de l'hiver, les chauves-souris se réveillent. Elles se réveillent et elles vont devoir refaire un petit peu leur stock de nourriture, hein. Elles étaient en léthargie avant. Donc elles vont sortir, elles vont beaucoup se nourrir, elles vont redéclencher leur gestation. Ça, c'est encore une particularité des chauves-souris, mais il nous faudrait des jours pour en parler vraiment de manière plus poussée. Donc elles réenclenchent leur gestation et elles vont se mettre à la recherche de leur site pour mettre bas, tout simplement. Il faut savoir que les chauves-souris sont des animaux très fidèles à leur site. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le transit printanier. Elles vont partir de leur site d'hiver, se réveiller, très certainement aller dans d'autres sites un petit peu de transit, et ensuite aller directement dans leur site où elles mettront bas leurs petits l'été. Donc ça, c'est au printemps. Donc à l'été, en fait, donc elles arrivent dans leur lieu de villégiature, on va dire, donc très souvent des endroits où il fait quand même assez chaud, assez vaste pour accueillir des colonies. Une colonie, ça peut être quelques dizaines d'individus, voire quelques unités, on va dire, d'individus, jusqu'à plusieurs centaines, voire milliers d'individus. Pour info, il y a des colonies toujours à l'étranger, toujours en Asie. Il y a des colonies de chauves-souris qui montent à 8 millions de chauves-souris. Donc là, on peut vraiment parler de très grosses colonies. En France, je n'ai pas connaissance d'aussi grosses colonies, mais on a quand même des colonies avec plusieurs milliers d'individus. Donc c'est assez impressionnant. Revenons à nos moutons, enfin à nos chauves-souris. Du coup, les chauves-souris donc se réunissent en fait dans un endroit. Alors, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont avec un fonctionnement assez matriarcal. Les chauves-souris, généralement, l'été, en fait, se réunissent, les femelles se réunissent, forment ce qu'on appelle des nurseries, et du coup, les mâles, généralement, sont évincés, en fait, de ce moment-là. Donc, les chauves-souris mettent bas leurs petits, vont leur apprendre à devenir une petite chauve-souris autonome en leur montrant tout ce qu'il faut savoir pour être une bonne chauve-souris, les endroits où il faut chasser, les gîtes de transit, parce qu'il arrive que la nuit, en fait, elles se reposent dans d'autres gîtes, etc. Donc, elles leur apprennent tout ce qu'il faut savoir. Et généralement, entre femelles. Arrive l'automne. À l'automne, cette fois-ci, les femelles et les mâles vont se retrouver, il va y avoir accouplement, et cette fois-ci, les chauves-souris vont avoir besoin de faire un stock de graisse, alors différent de celui du réveil. Elles stockent ce qu'on appelle la graisse brune, souvent elles le stockent au niveau du dos, ça fait un peu des chauves-souris bossues, et du coup, voilà, elles vont stocker ces graisses pour pouvoir passer l'hiver tranquillement. Donc à l'automne, elles se reproduisent, elles s'accouplent. Donc, du coup, elles sont enceintes, mais arrive l'hiver, mauvaise période, elles bloquent leur gestation. Et donc, en hiver, elles rejoignent leur site d'hiver. Alors, selon les espèces, ça peut varier, hein. Souvent, pareil, on a souvent l'image de la chauve-souris dans la grotte, ce qui n'est vraiment pas faux. Ce sont des endroits assez calmes, assez stables, et selon les espèces, avec une température qui peut osciller entre 0 et 10 degrés, globalement. Et donc, ces chauves-souris, où est-ce qu'elles vivent? Alors, les chauves-souris, elles vivent partout. Clairement, elles arrivent à utiliser tous les habitats qui se trouvent à leur portée, mais pour des fonctions différentes. L'occupation des habitats va vraiment varier entre l'occupation qu'elles en font, l'espèce, mais aussi la saison dans laquelle on se trouve. En gros, on peut faire trois groupes d'espèces. Il va y avoir les espèces plus forestières, donc ça va être concerné surtout les murins et les noctules, des espèces plutôt cavicoles, donc qui sont liées au milieu souterrain. Là, on va parler plus des rhinolophes, qui passent vraiment une grande partie de leur vie dans des caves, dans des grottes l'hiver. C'est vraiment le cliché de l'espèce de chauve-souris qui vit dans la grotte. Et après, vous avez des espèces que l'on dit plus anthropophiles, c'est-à-dire liées à l'être humain, liées à l'homme. Et donc là, on va retrouver nos petites pipistrelles, généralement, que vous retrouvez chez vous, derrière vos volets, sous vos tuiles. Alors, sous vos tuiles, ce sera plus la sérotine, mais voilà, elles utilisent vraiment tout un tas d'habitats. Et toutes les strates, donc que ce soit en hauteur ou vraiment, peut-être pas au ras du sol, mais vraiment une multitude d'habitats. Et il y en a certaines qui justement ont des mœurs un peu rigolotes. Comme le disait Amandine tout à l'heure, donc en étant coordinatrice du réseau SOS Chiro,
on se trouve des fois confronté à des situations un peu cocasses, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Une dame, en fait, m'avait contactée en me disant: «Mais mon Dieu, j'ai voulu ouvrir mon parasol au printemps, peut-être pour le nettoyer ou je ne sais pas. Et en ouvrant son parasol, il y a 2 oreillères qui lui sont littéralement tombées dessus. Alors, je vous rassure, on est loin du mythe, on en parlera tout à l'heure, c'était pas une attaque d'oreillard dans les cheveux de la dame, c'est vraiment que ces pauvres oreillards se sont fait réveiller, en fait, parce qu'eux pensaient que c'était une très bonne idée de passer l'hiver dans ce parasol bien au chaud. Malheureusement, la dame en a fait autrement, mais bon, l'histoire se termine bien, on n'était pas en plein cœur de l'hiver et les oreillards ont réussi à s'en sortir. Du coup, ce schéma, en fait, il va vraiment me servir à vous illustrer la complexité des habitats qui existent et qui peuvent être utilisés par les chauves-souris. Donc, je ne vais pas tout vous décrire parce que ce serait assez pompeux, mais en gros, là, on a un petit paysage un peu bucolique, un peu pittoresque, qu'on ne retrouve pas forcément dans le centre-ville de Bordeaux, mais bon, peu importe. Ce qu'il faut regarder, ce sont vraiment les différents manières en fait dont c'est utilisé. Donc vous voyez le cours d'eau, les murets, les alignements d'arbres, ce sont des éléments en fait qui structurent ce qu'on appelle structurant le paysage, qui vont souvent être utilisés pour les chauves-souris à se déplacer. Le clocher d'église, le pont, des éléments qui vont plus être utilisés pour gîter. Et après, des chauves-souris vont certainement glaner au sol, manger dans les frondaisons, chasser au-dessus de l'eau. Donc vraiment, tout est utile pour une chauve-souris. Justement, quand on parle de chasse, qu'est-ce que mange une chauve-souris? En France, rassurez-vous, elles sont toutes insectivores, presque. Alors, elles sont toutes insectivores, mais il y a quelques exceptions. Certaines qui chassent en fait au-dessus de l'eau, notamment, donc le murin de Daubenton, a des très très grands pieds. C'est sa particularité, mais vraiment de très grands pieds. Et quand il chasse au-dessus de l'eau, il lui arrive parfois d'attraper des alevins et de les manger. Ça reste vraiment rare, c'est pas la majeure partie enfin, c'est pas ce qu'il mange le plus. Et il y a une autre espèce, ça a été vraiment mis en évidence récemment, la grande noctule, donc celle dont je vous parlais au début, qui est la plus grande en France, qui elle vraiment va avoir une stratégie différente des autres et va réussir à chasser des petits passereaux à très haute altitude, à peu près 1 kilomètre d'altitude, et va aller manger des petits passereaux en migration. Donc voilà, c'est la seule. Les autres sont vraiment insectivores, alors variés, hein, des papillons, des moustiques, etc., mais insectivores. Donc voilà pour les généralités sur les mœurs des chauves-souris. Donc maintenant, j'espère que je vous ai convaincu, ce sont des animaux extraordinaires et en plus, elles ont des bienfaits. Notamment, elles ont vraiment un rôle important dans la régulation des insectes. Il faut savoir qu'une belle nuit d'été, quand il fait bien chaud avec plein de moustiques dehors, une chauve-souris peut chasser jusqu'à 3000 insectes dans la nuit, donc ce qui est énorme. Certaines chauves-souris également sont spécialisées en fait dans un type de proie. Par exemple, la pipistrelle commune, elle, quand on analyse son bol alimentaire, il est fait à plus de 90% du moustique. Et pour information, il faut le moustique, pas le tigre. On en reviendra peut-être après si on a du temps, mais le moustique, le classique, celui qui nous embête bien la nuit. Et pour information, je pense que vous le saviez, mais c'est important de le dire, le moustique reste quand même le plus grand prédateur de l'homme. Donc, c'est un peu intéressant quand même d'avoir des chauves-souris qui sillonnent notre jardin le soir. Et plus récemment, il y a eu des études qui ont été faites sur les chauves-souris pour les utiliser comme alternative aux pesticides. On s'est rendu compte donc qu'elles mangent plein d'insectes, ça vous le savez maintenant, mais elles mangent aussi des ravageurs en fait de culture, notamment là en Gironde. Ce qui nous intéresse, c'est les cultures, la vigne bien entendu, et donc elles mangent le ver de la grappe, qui est un petit papillon en fait qui est responsable de la pourriture des baies. Et il s'avère que certaines chauves-souris raffolent de ces vers-là. Donc il y a des vignerons qui sont en train de voir comment utiliser moins de pesticides et peut-être plus de chauves-souris pour pouvoir lutter naturellement contre ce ravageur. Donc, ça, c'était vraiment pour leur rôle de régulation des insectes. Un autre rôle qu'on peut leur prêter et que j'aime bien dire quand je fais du SOS pour rassurer les gens, c'est tout simplement leur guano. Alors le guano, c'est pas très ragoûtant, hein, c'est les déjections des chauves-souris. Mais il faut savoir qu'en France, le guano, c'est un excellent engrais naturel. Si vous le mélangez avec un petit peu de terre et que vous le répandez dans votre jardin, vous verrez que c'est vraiment un très bon engrais. Donc c'est toujours ces petits trucs à savoir en plus, mais bon, ça mange pas de pain et c'est à porter quand vous avez des petites colonies de chauves-souris chez vous. Voici enfin la partie où nous allons démystifier la chauve-souris. Donc peut-être que certaines de ces idées reçues vont vous faire rire. Oh mais ça on le savait, mais oui, on nous apprend rien. Encore une fois, dans le cadre du SOS, je vous assure que ces idées, ces mythes, on va dire, ils sont tenaces.
Tout d'abord, ah mon Dieu, j'ai des chauves-souris chez moi, les chauves-souris, ça ne met qu'une... Ah, continuez à m'entendre? Ok, d'accord. Du coup, les chauves-souris, pardon, elles ne mettent qu'un petit par an et par femelle. Donc, ça ne va pas pulluler, il n'y a pas de souci. Ah, Jérôme, si tu m'entends, j'ai plus la connexion sur... Ok, merci. Hop. Alors du coup, tu peux passer, merci. Du coup, les chauves-souris se prennent dans les cheveux. Encore une fois, c'est faux, c'est vraiment une légende. Il faut savoir que nous, quand on essaye de capturer des chauves-souris, c'est pas facile, puisque les chauves-souris en fait arrivent à détecter des filets d'un diamètre de 0,1 mm. Donc ça, c'est faux aussi. Les chauves-souris sont aveugles. Eh ben non, désolé, les chauves-souris ne sont pas aveugles. Elles ont des yeux, comme vous, comme moi. Même si elles se déplacent principalement grâce à leurs oreilles, c'est vraiment l'organe qu'elles vont utiliser le plus, elles ne sont pas aveugles. Les chauves-souris sucent le sang. Alors, ce mythe-là, il est vraiment tenace. Euh, Malheureusement, c'est faux, mais c'est un peu vrai. En France, c'est faux. Rassurez-vous, les chauves-souris vampires, il n'y en a pas en France. Mais il n'y en a pas, mais pourtant, ça existe. En Amérique du Sud, il y a 3 espèces qui sont très très mignonnes, comme vous le voyez en photo, c'est assez impressionnant. Donc, ce sont les chauves-souris vampires, et elles, effectivement, alors elles ne sucent pas le sang, mais elles lèchent le sang. Elles font une plaie, en fait. Alors, souvent, elles s'attaquent au bétail. Il y a quelques cas d'attaque sur des humains, mais c'est vraiment anecdotique. Elles font une plaie sur une vache, par exemple, et elles vont pouvoir lécher le sang pour s'en nourrir. Donc voilà, ça existe, mais pas en France. Le guano est porteur de maladies. Alors, c'est faux en France. En France, même si on recommande toujours de porter des gants ou de les balayer, de ne pas toucher à main nue, parce que c'est quelque chose quand même d'assez acide, le guano, en France, il n'y a pas de souci. Par contre, il est vrai qu'à l'étranger, notamment sous les tropiques, il peut y avoir des champignons qui se développent sur ces tas de guano et qui peuvent transmettre en fait des maladies souvent respiratoires. Mais en France, il n'y a pas de souci. Vous le répandez sur votre jardin, promis, vous aurez de belles plantes. Et la dernière idée reçue, c'est que les chauves-souris vont causer d'énormes dégâts dans la maison. Ça, je l'ai souvent. Donc non, je le rappelle, ce sont des mammifères, certes, mais ce ne sont pas des rongeurs. Elles ne vont pas s'attaquer à votre isolant, elles ne vont pas ronger les câbles électriques, et elles ne vont pas apporter de matériaux dans votre maison, puisque ce ne sont pas des oiseaux, elles ne construisent pas de nid. Éventuellement, si vous aviez une colonie de plusieurs milliers d'individus, au bout d'un moment, le guano, ça sent fort. Je vous rassure, si vous aviez une colonie de 3000 individus, vous le sauriez, et je pense que nous, le GCA, nous le saurions aussi. Du coup, voilà, donc ça c'était les mythes en fait, les idées reçues. Plus sérieusement, donc les chauves-souris, comme je vous le disais, sont toutes en déclin et principalement à cause des activités humaines. Donc dans les activités humaines, on a l'intensification de l'agriculture. Ça, on n'y coupe pas. Intensification de l'agriculture égale augmentation d'utilisation des pesticides qui vont se concentrer dans les insectes. Les chauves-souris mangeant les insectes, automatiquement elles vont ingérer des pesticides. Une autre cause, c'est l'urbanisation massive. Effectivement, les chauves-souris se déplacent dans un environnement libre. Le jour où on leur met une route, ça va vraiment avoir 3 effets importants. Une perte d'habitat, tout simplement. On vient occulter une partie de l'habitat. Une fragmentation de l'habitat. Les chauves-souris, en fait, vont se retrouver avec des habitats plus petits. Du coup, il y aura moins d'échanges génétiques. Et enfin, un effet barrière. Il faut savoir que parfois, les chauves-souris, vraiment, certaines espèces, se refusent à traverser ces obstacles. Pourtant, vous me direz, elles volent, ça peut se faire facilement. Mais non, elles ont vraiment besoin de se repérer et parfois elles ne le font pas. Une autre cause qui est très importante, mais qui cible plus les espèces de haut vol, donc comme les noctules, dont on a parlé tout à l'heure, c'est le développement des parcs éoliens. C'est vraiment très très meurtrier. Si vous vous baladez au pied d'une éolienne, vous serez consterné par le nombre de cadavres, chauves-souris ou autres, qui peut s'y trouver. Ça, c'est vraiment une grande cause de mortalité. Et dans la même chose dans la même thématique que l'urbanisation massive, il y a ce qu'on appelle le roadkill. Tout simplement, c'est les collisions entre voitures et chauves-souris. Même si la chauve-souris peut voler très haut, il faut quand même qu'elle sonde son habitat, en fait, son sol. Si une route est venue amputer en fait son alignement, comme je vous disais, elle se déplace avec des structures. Il va falloir qu'elle descende plus bas pour se repérer. Et à ce moment-là, elle est sensible vraiment aux collisions avec la route, et ça arrive très souvent. Une autre, alors ça c'est une menace, alors le schéma peut prétendre à faire rire, mais malheureusement c'est vrai, le dérangement des chauves-souris, des colonies, notamment en hiver où elles sont très sensibles, ça peut être
tout de suite très létal en fait pour elle. Une chauve-souris va mettre du temps à se réveiller si elle est dérangée. Parfois, vous ne le verrez pas. Vous vous direz, non, c'est bon, je ne l'ai pas réveillée. Elle peut mettre 1 heure à se réveiller, à remonter sa température, à avoir une respiration normale. Et si elle est obligée de sortir de son site en plein hiver et qu'il n'y a pas de nourriture dehors, c'est la mort pour la colonie. Heureusement, il n'y a pas que les activités humaines, enfin heureusement peut-être pas, il y a aussi des causes naturelles, il y en a 2, j'en ai noté 2. La prédation, donc vous avez les rapaces nocturnes, ce sont de grands prédateurs pour les chauves-souris, donc les chouettes, les faucons aussi des fois à la tombée de la nuit, et le chat. Il faut savoir que le chat, c'est un très très grand prédateur, même ceux qui sont en mode croquette canapé, ce sont de très grands prédateurs pour la biodiversité en général. Et la deuxième cause naturelle connue, ça va être les parasites. Voilà, les chauves-souris en fait peuvent développer aussi des maladies, notamment quand elles ingèrent des pesticides. Elles peuvent attraper des parasites comme les acariens, et tout ça, ça va affaiblir l'individu et probablement soit le conduire à la mort, soit tellement l'affaiblir en fait qu'il va se faire prédater beaucoup plus facilement. Nous avons vu, voilà, il y a énormément de menaces qui pèsent sur elles. Heureusement, il est quand même possible de les aider. La première chose qui n'est pas notée ici, c'est vraiment du bon sens. Je pense que c'est vraiment important, mais bon, on va voir quand même d'autres manières. Tout d'abord, donc, éviter le dérangement. Ça, c'est vraiment important. Si vous avez des chauves-souris chez vous, ou si vous trouvez des chauves-souris en vous baladant dans une grotte, selon vos mœurs, ne jamais les toucher, ne jamais les déranger, ne pas rester trop longtemps, ne pas les prendre en photo. Voilà, ça fait partie du bon sens, mais il ne faut pas le faire, c'est vraiment important. Il faut conserver également les endroits chez vous où vous avez des chauves-souris, notamment les caves, laisser un petit accès au niveau de la cave. Elles peuvent venir ici se reposer l'hiver. Dans vos combles, les combles que vous n'utilisez pas, dites-vous que des chauves-souris peuvent les utiliser. Les volets aussi, des fois l'été on laisse les volets ouverts très longtemps, les chauves-souris viennent se réfugier derrière. Une autre façon de les aider, c'est de ne pas utiliser de pesticides. Alors, d'une manière générale, c'est bien, pas utiliser de pesticides, mais en plus, ça aide les chauves-souris. Donc voilà, pas de pesticides dans son jardin, ne pas traiter les charpentes aussi de vos maisons, parce que ça peut avoir un impact sur les chauves-souris si jamais elles gîtent chez vous. D'avoir un bon réflexe, c'est de contacter du coup le groupe SOS Kiro le plus proche de chez vous. En Aquitaine, ce sera moi du coup avec ma collègue, comme je vous disais, je suis coordinatrice du réseau SOS. Et effectivement, si vous avez des questions, si vous trouvez un individu, vous contactez cette adresse et on vous répond dans les plus brefs délais pour répondre à vos questions. On vous rappelle, on peut se déplacer chez vous. Il y a vraiment une interaction. Ce que j'ai mis en jaune, en gras, que j'aurais dû faire briller même, c'est vraiment quelque chose de très important. Et si vous trouvez une chauve-souris chez vous, ne jamais, jamais, jamais la manipuler à main nue. Vous pourriez lui faire mal, elle pourrait vouloir se défendre, elle pourrait vous griffer, elle pourrait vous mordre. C'est jamais agréable de se faire mordre par un animal, donc on évite tout ça, on met des gants, on attrape avec une pelle, un balai, on le met dans une boîte en carton, on n'y touche pas à main nue. Et surtout, on contacte le groupe SOS. Une autre manière aussi importante, et c'est là où je vous remercie de suivre cette formation, cette conférence, pardon, c'est vraiment de mieux les connaître, d'apprendre à les connaître. Ça évite tout comportement inadapté en fait envers ces individus. Ça permet aussi de mieux les accepter et notamment si vous avez des chauves-souris chez vous, gardez à l'esprit que la cohabitation est toujours possible par des aménagements très simples qu'il est possible de mettre en place chez vous, des bâches si vous êtes gêné par du guano qui tombe sur votre terrasse. Si tu peux passer, Jérôme, s'il te plaît, des chiroptières, donc ce sont des toutes petites ouvertures qui ne vous feront pas des déperditions d'énergie extraordinaires, mais qui permettront aux chauves-souris en fait, de pouvoir continuer à venir chez vous sans vous déranger. Voilà, tout un tas de petites astuces comme ça que vous pourrez mettre en place chez vous facilement et qui permettront d'avoir une cohabitation réussie entre elles et vous. Et du coup, le petit mot de la fin, donc le groupe Chiroptère Aquitaine, donc je le répète, c'est une association. Donc nous sommes toujours en recherche de bénévoles pour mener à bien différentes actions. Il y a vraiment de tout à faire. Ça peut être animer une page Facebook, ça peut être se rendre chez un particulier pour discuter, ça peut être vraiment plein de choses. Comme c'est mis, tout le monde peut être utile vraiment à sa manière et c'est à vous en fait de trouver votre manière avec laquelle vous voulez être utile. Selon le temps que vous avez à disposer, selon la curiosité que vous avez, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Donc surtout, notez bien l'adresse, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il y a toujours des petites animations qui peuvent se passer près de chez vous aussi, des conférences comme ici, mais même en vrai en fait, les moments bénévoles, ce sont des moments vraiment chaleureux et intéressants où il y a beaucoup d'échanges. Donc vraiment, n'hésitez plus, si vous avez envie de tenter l'aventure, venez.
Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette conférence. C'est pas facile de parler face à son ordinateur. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Merci Je te Amandine. redonne la parole. Maintenant on est deux, t'inquiète pas. Ok, Bon alors merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante. J'ai appris plein de choses. j'espère. Et en plus on a plein de questions. Alors je vais commencer avec une Super. question de Romain qui nous demande pourquoi à la tombée de la nuit les chauves-souris passent très proches de nos têtes. Alors, pourquoi elle passe très proche de vos têtes? Alors, c'est pas une particularité, c'est peut-être que vous l'avez remarqué, mais à la tombée de la nuit, en fait, les chauves-souris, quand elles sortent de leur gîte, où elles ont passé la journée, en fait, il faut savoir que quand elles se réveillent, elles ont soif. Donc, elles vont aller tout de suite vers des plans d'eau. Si c'est quelque chose que vous avez remarqué le soir, par exemple, au bord de la piscine, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle va aller boire et du coup, elle est obligée de descendre. Et ou alors vous attirez peut-être des moustiques ou des insectes autour de votre tête, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de, elle n'est pas attirée en fait vraiment par l'humain. Elle en a autant peur que nous. Donc il n'y a pas de raison qu'elle vienne autour de votre tête. Elle va boire et ensuite elle va manger. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Elle ne se prendra pas dans vos cheveux. D'accord, donc pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude On à avait une avoir. autre question. On avait une autre question de la part peut-être d'un citadin qui nous demandait justement comment on fait en tant que citadin pour aider les chauves-souris. Eh bien, alors effectivement, en tant que citadin, si vous n'avez pas de jardin, les pesticides, on oublie. Mais tout simplement, vous pouvez comment les aider quand vous êtes citadin? Déjà en essayant de mieux les connaître. Alors citadin, si vous êtes en immeuble, effectivement, ça peut être plus problématique parce que les chauves-souris ne vont pas forcément venir chez vous. Ça peut arriver quand même malgré tout que des chauves-souris rentrent dans une maison, soient attirées par la lumière ou autre. Mais là, c'est pas l'objet de la question. Euh, il faut savoir que les chauves-souris, comme je disais tout à l'heure, il peut y en avoir partout. Il peut y en avoir aussi dans les immeubles, dans les anfractuosités. Soyez attentifs si vous habitez dans un immeuble. Regardez par exemple au niveau des balcons si vous avez des anfractuosités et la manière en fait de leur venir en aide, si vous remarquez qu'il y a des chauves-souris, de les laisser tranquilles, peut-être de le signaler à un syndic ou que sais-je pour justement les prendre en compte, peut-être mettre des nichoirs également sur les façades. Mais voilà, après, en tant que citadin, là, je vois pas comment faire plus que ça pour elle. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Très bien, merci. Alors, on avait aussi une question de Sophie. Sophie qui nous dit qu'elle a réalisé des travaux l'été dernier sur le toit d'une petite et donc pardon sur le toit, une petite chauve-souris s'est échappée. Elle a fait installer une maison spéciale pour la chauve-souris et elle demande comment savoir si elle sera habitée cette année. Et elle précise que donc cette petite maison est installée à 2 mètres de l'ancien habitat de la chauve-souris. Donc comment Ok, savoir alors si elle sera je ne bien sais pas si tu habitée? peux encore interagir avec elle, savoir juste à quelle période ont été faits les travaux. On Est-ce peut que lui la petite demander, peut-être chauve-souris qu'elle s'était peut. elle envolée? Normalement, Sophie doit nous entendre encore, donc peut-être qu'elle peut nous répondre Ok, directement. sinon on va faire comme si On va on voir. savait pas, mais que la chauve-souris s'était envolée. Déjà, c'est très bien d'avoir pris l'initiative de vouloir lui construire un abri. Une maison, c'est peut-être un peu luxueux, mais pourquoi pas. Après, elle vous dit qu'elle est à 2 mètres de chez vous, donc c'est bien, parce que ça veut dire que la chauve-souris, qui était habituée à être dans votre maison, si j'ai bien compris, avant les travaux, n'aura pas besoin de sonder tout un environnement vraiment très loin pour pouvoir revenir à ce moment-là chez vous. Comme je le disais, elles sont très fidèles. Donc, vous les avez délogées, certes, mais il est possible qu'elles viennent visiter cette petite maison. Pour le savoir, alors je ne sais pas à quoi ressemble cette petite maison, évitez déjà si c'est comme une bad box par exemple, évitez d'ouvrir les fenêtres. Tout simplement, vous mettez une petite bâche blanche tant qu'à faire au niveau des accès en fait de cette petite maison. Si elle sort côté est, vous mettez une petite bâche le long. Si vous retrouvez des petites crottes de la taille d'un grain de riz, ce sera du guano et ça voudra dire que vous avez de la chauve-souris. Si vous retrouvez des restes de papillons, des petits bouts d'ailes, des papillons où il manque un morceau du corps, c'est un très bon indice aussi pour se dire qu'il y a de la chauve-souris qui mange pas très loin et que du coup, elle utilise très certainement votre maison pour ça. Et si jamais vous avez vraiment des chauves-souris dans cette maison, c'est pas comme un nichoir à oiseaux, pas besoin de nettoyer. Elles font tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, pas besoin de nettoyer. Parfait. Merci beaucoup.
Alors, on a d'autres Pas questions. de souci. On a Sarah qui nous demande comment attirer les chauves-souris. Donc, dans le cadre, par exemple, des vignerons et du ver de grappe, mais aussi elle demande dans le cadre d'un immeuble, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les chauves-souris comme un anti-moustique naturel? Et comment on ferait pour les attirer? Alors oui, il est possible, les chauves-souris donc sont des anti-moustiques naturels. Comme je le disais, c'est vraiment pour le moustique traditionnel, celui qui nous embête la nuit. Et beaucoup de personnes en fait font la confusion avec le fameux moustique tigre qui lui est actif le jour. Donc les chauves-souris en fait vont manger du moustique tigre, mais plus à la tombée de la nuit. Donc ça va pas. Si la lutte elle est pour le moustique tigre, oubliez les chauves-souris. Comment les attirer? Euh, Soit vous imitez un moustique, très bien, mais je ne pense pas que ce soit efficace. Et malheureusement, il faut quand même garder à l'idée que les chauves-souris sont des mammifères, et c'est pas parce que vous voulez qu'il aille ici qu'elle va le faire. Donc, pour qu'une chauve-souris vienne, en fait, on essaie de lui faire un environnement pardon, le plus propice possible. Un petit point d'eau, des habitats, enfin des gîtes, des arbres par exemple à proximité, D'accord. ou des nichoirs. Mais voilà, un environnement vraiment le plus propice, pas de pesticides surtout. Et à ce moment-là, la chauve-souris d'elle-même en fait va venir. Et si vous avez vraiment de la matière, du moustique, forcément elle viendra. D'accord. Je me demandais justement, je crois que vous l'avez évoqué en début de conférence, combien peut manger le moustique, une chauve-souris, à peu près, Alors, en une ça journée? dépend des espèces. Il y en a qui mangent un tiers de leur poids. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup, mais en moustique, ça en fait quand même un paquet. Sur l'été, ça peut monter vite. Mais en moyenne, alors, quand on dit donc c'était 3000, le chiffre que j'ai évoqué, c'était 3000 moustiques, 3000 proies, parce que c'était pas que du moustique, mais 3000 insectes sur une nuit. C'est vraiment dans des conditions idéales, c'est-à-dire où la chauve-souris n'a pas besoin de se déplacer beaucoup pour trouver de la ressource. Elle est là et elle sillonne en fait une grande partie de la nuit le même endroit où il y a énormément de moustiques. Donc ce sont des nuits très chaudes généralement et vraiment en plein cœur de l'été quoi. Où il y a où la nuit alors elle peut être un peu plus courte bien sûr, mais il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de chaleur et beaucoup de moustiques et dans ces cas-là elle se régale. D'accord. Et est-ce que du fait que, comme vous expliquiez, les chauves-souris sont en déclin, elles sont de moins en moins nombreuses en France, est-ce qu'on peut Oui. s'attendre à une prolifération des moustiques et est-ce que pour nous c'est dangereux, au-delà des petits boutons? Alors, le moustique, non, non, blague à part, c'est vraiment le plus grand prédateur de l'homme. Il transmet énormément de maladies, même si on en a beaucoup parlé avec les chauves-souris ces temps-ci. Il faut vraiment pas oublier que le moustique, c'est lui qui nous transmet tout un tas ouais, vraiment qui est porteur de maladies. Donc oui, les chauves-souris sont en déclin. Il en reste quand même, hein, quand on parle chauves-souris avec des gens, tout le monde, enfin, dans le cadre d'animation, très très souvent, les gens me disent: Ah, mais oui, les chauves-souris, moi j'en ai chez moi. Alors oui et non, vous en voyez voler autour de chez vous, vous n'avez pas forcément chez vous. Elles sont en déclin, alors pas forcément dans les campagnes, enfin dans les campagnes où il y a des pesticides, oui, elles vont être en déclin, il en reste quand même beaucoup. Il y a aussi, il faut prendre en compte aussi qu'on n'a pas découvert toutes les colonies. En France, il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est pour ça que je relance mon appel aux bénévoles. Il y a certainement des colonies qui n'ont pas été découvertes, mais malgré tout, le déclin, il est là, il est marquant. Il y a 2 semaines, il y a eu les rencontres nationales chiroptères à Bourges, donc en visio aussi, mais normalement c'était à Bourges. Et il y a un groupe d'espèces, donc les noctules, qui vraiment sont en déclin à peu près à 80%. Les 10 dernières années, je crois. Donc c'est quelque chose de dramatique, 80% de chute, c'est énorme. Donc oui, il est possible que les chauves-souris disparaissent peut-être pas, mais en tout cas se raréfient fortement. Est-ce qu'on va mettre ça en corrélation avec l'explosion du moustique? Je ne pense pas. Il sera prédaté par d'autres insectes, hein. Il y a d'autres insectes qui les mangent. Pour le moustique, hein, tout le monde le sait, il faut vraiment éviter d'avoir des plans d'eau, des points d'eau stagnants, surtout l'été, pour éviter qu'ils déposent leurs œufs et que ça émerge. C'est vraiment ça la chose à faire. Mais sauvons les chauves-souris et on en reparlera des statistiques dans 10 ans et elles iront bien. On y croit. On espère en tout cas. On avait une autre question de Anna qui nous demandait qu'est-ce que c'est que ces tunnels à chauves-souris qu'on voit au-dessus des autoroutes? Alors moi je vois pas ce que c'est, mais J'avais peut-être que vous voyez. les chiroducs, les chiroptéroducs, pardon. J'avais une illustration, je me suis dit, oh non, je vais pas le mettre et tout. Merci Anna. Les chiroptéroducs, c'est pareil en fait quand vous prenez l'autoroute, il y en a un sur l'autoroute qui va à Lyon, de Bordeaux à Lyon, un ou deux même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des passages à faune sur l'autoroute. C'est tout simplement une grande bande de terre en fait qui surplombe l'autoroute et qui n'est utilisée que par les grands, comment dire, les cervidés, les sangliers, etc. Et ben pour les chauves-souris, on a fait des tunnels. Alors, ils sont assez rigolos. Vous les voyez sur l'autoroute. C'est un tunnel un peu aplati, blanc, blanc-gris, avec des seins de chauve-souris dessus, bien entendu. Et en fait, c'est un tunnel tout droit.
qui relie les deux côtés de l'autoroute et c'est censé les aider en fait à traverser en toute sécurité dans le noir et sans collision, donc c'est vraiment haut. Ça les aide à traverser en fait l'autoroute. Parce que comme je le disais, en fait, les chauves-souris, merci, les chauves-souris se déplacent en fait en utilisant les structures du paysage. Et donc là, typiquement, on aperçoit de la forêt un petit peu à droite, très certainement à gauche aussi. Donc avant, les chauves-souris en fait passaient en hauteur. Le fait que la route soit venue amputer en fait cette structure, je ne sais pas si c'est très bien comme ça, mais qu'elle soit venue amputer cette structure linéaire qui était naturelle, hein, qui structurait le paysage, naturellement la chauve-souris va devoir descendre sur la route, se rendre compte qu'il n'y a plus de structure, et là elle risque de se faire attraper par une voiture. Avec ce système-là, la chauve-souris, soit elle passe dedans, mais il y a des espèces qui volent plus ou moins haut, soit tout simplement elle va repérer cette petite structure linéaire et du coup elle va rester au-dessus en fait de ce chiroptéroduc et ça va éviter en fait d'être en collision avec les voitures qui sont en dessous. Donc c'est un leurre en fait à chauve-souris, ça reconstitue ce corridor en fait. Et il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup sur les autoroutes. Je pense que ça se compte sur les doigts de la main. Ça doit valoir très cher aussi. Et ça sert à rien d'en mettre non plus masse. Il faut vraiment le mettre dans des endroits stratégiques. C'est pas parce que vous avez toute l'autoroute qui est couverte de chiroptéroducs que ça aura un impact forcément. Mais en tout cas, c'est une très bonne question, Anna. Et la prochaine fois, si vous passez sur l'autoroute, essayez de regarder un petit peu et vous comprendrez en fait et vous pourrez expliquer. Ça fait toujours bien dans la voiture de montrer un petit peu sa culture. Donc voilà, c'est pour éviter que les chauves-souris rentrent en collision avec les voitures. Ah, c'est intéressant, je connaissais pas du tout. Jamais vu. Hyper Allez à intéressant. Lyon, c'est sympa. Alors, mais ouais, j'irai plus souvent du coup. Alors, on a plein de questions. Je vois que les chauves-souris passionnent les foules visiblement. On a C'est Joséphine qui nous passionnant. demande, est-ce que des inventaires urbains sont réalisés sur les chauves-souris? Oui, 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 oui. Et justement, gardez un œil sur le site du GCA, puisque nous organisons donc, dans le cadre d'études, en fait, on intervient en tant que bénévole, donc on peut faire intervenir des bénévoles aussi avec nous. Là, par exemple, bientôt, on va reprendre quelques inventaires. Alors, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais dans des églises, tout simplement. Les églises, si vous voulez voir des chauves-souris, et en plus, c'est sympa parce que dans les églises, on va vraiment au-dessus de la nef, on voit les cloches, on voit tout ça, enfin tout le mécanisme, très sympa. Et en plus, on voit des chauves-souris. Donc ça, on en organise. Il va y en avoir là courant avril, mai, peut-être juin. Donc on en organise. Et ensuite, on fait des animations dans des collectivités qui nous le demandent pour le jour de la nuit. Donc c'est l'été, ça couvre une grande période, hein, ça va de peut-être juin jusqu'à septembre parfois. Et donc là, c'est pareil, on fait une petite conférence comme ceci, et ensuite on part sur le terrain avec des petits groupes de personnes, avec les appareils que je vous ai montrés tout à l'heure, là, avec les petites fréquences qui se mettaient dessus, et on écoute les chauves-souris, et on fait écouter aux gens, on leur dit, ah, regardez, écoutez, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, ben, nous on le sait. Et donc il y a un jeu d'échange en fait, parce que le son qu'on entend sur cette petite boîte, on arrive à montrer aux gens, on arrive à la suivre en fait, la chauve-souris, et de montrer aux gens, regardez, là, elle accélère, vous voyez, elle accélère parce qu'elle est en train de manger un moustique, etc. Et donc du coup, il y a vraiment un grand échange en fait lors de ces moments-là qui est très intéressant. Donc Ok. oui, on le fait. C'est vraiment intéressant. Regardez sur le site du GCA, posez-nous la question. Il y en a partout, partout en Aquitaine. Très bien. Alors, on a encore des questions. On a Sarah aussi qui nous demandait. Donc effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé du moustique tigre, mais il me semble pas que vous nous aviez expliqué pourquoi les chauves-souris ne peuvent pas les manger, ceux-ci. Alors, parce que les moustiques tigres, si vous pensez très fort à quand vous vous êtes fait attaquer par un moustique tigre, le plus souvent c'est la journée. Et la journée, les chauves-souris, elles se reposent. Clairement, en France, petite précision, il existe des chauves-souris diurnes, mais pas en France. Donc voilà, en France, elles sont toutes nocturnes. Et du coup, le moustique tigre, en fait, la nuit, il est pas ou peu actif, vraiment. C'est son homologue hein, indigène qui est chez nous, parce que le moustique tigre, il faut savoir qu'il n'était pas présent, il n'est pas indigène en fait de nos latitudes. Et du coup, en fait, la chauve-souris, ben, elle le mange que sur sa plage horaire en fait. Elle chasse la nuit. Si le moustique tigre la nuit, il dort, elle va pas le manger. Mais il y a quand même un moment où les chauves-souris sortent à la tombée de la nuit. Donc c'est courant d'en voir là, il y a encore 2 mois, vers 19h, même avant, vous voyez des chauves-souris commencer à chasser. À ce moment-là, elles peuvent manger du tigre. Mais ça ne va pas représenter le plus gros de leur bol alimentaire. C'est vraiment le moustique qui nous enquiquine la nuit, celui qui est vraiment tout petit et qui n'est pas strié. C'est vraiment ça qu'elle mange le plus. D'accord.
On a toujours des questions de Sarah, visiblement, qui est très intéressée par les chauves-souris, qui nous demande, qui nous dit, il existe des entreprises qui tuent les chauves-souris, comme les dératiseurs, par exemple. Est-ce que c'est normal? Non, parce que je le rappelle, toutes les chauves-souris sont protégées en France métropolitaine, donc c'est interdit même, c'est interdit par la loi. Malheureusement, il y a beaucoup de structures comme ça, vous parliez de dératiseurs, qui les tuent par méconnaissance. J'ai encore une fois, dans le cadre de SOS, j'ai une dame qui avait des chauves-souris chez elle, qui a été mise en évidence par, pareil, elle faisait des travaux, et la personne qui faisait des travaux lui a dit: «Ouh là là, vous avez des rongeurs, appelez un dératiseur». Alors non, c'était pas des rongeurs, c'était des chauves-souris. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est important de faire ce genre de conférence, parce que certains peuvent rigoler: «Oh mais on ne confond pas une souris avec une chauve-souris». Eh bien si. Et malheureusement, ça peut amener à des comportements totalement inadaptés, et qui finissent par les tuer. Et du coup, les chauves-souris, voilà, ça va pas pulluler, les dératiseurs n'ont rien à faire dessus, et c'est interdit par la loi, interdit. Elles sont toutes protégées, que ce soit la chauve-souris et son environnement. C'est vraiment extensible à l'environnement. On n'a pas le droit de la tuer, on n'a pas le droit de casser, entre guillemets, de détruire en fait son habitat également, ses zones de chasse, Ok. etc. Donc non, ils n'ont pas le droit. D'accord, très bien. Alors, je remonte les questions parce que effectivement, on en a beaucoup. Alors, voyons voir. On avait une question de Romain qui nous demandait, les espèces forestières dorment-elles dans les arbres? Et si oui, une mise à blanc est-elle néfaste pour elles? Alors, ce que vous appelez mise à blanc, c'est le fait de couper l'arbre, tout simplement, je J'ai présume. l'impression que c'est ça, oui. Ouais. Ok. Alors oui, il y a des espèces forestières. Alors il y en a qui sont vraiment strictement forestières et qui, oui, dorment dans les arbres. Soit dans les loges de pique, souvent. Les chauves-souris, en fait, si vous avez la loge qui est comme ça, elles vont rentrer dans la loge, elles vont bien aimer celles qui sont très ouvertes et en hauteur. C'est-à-dire que la cavité, en fait, l'entrée est en bas, et elles vont pouvoir se mettre en haut. Donc ça, c'est effectivement, il y a des chauves-souris qui dorment donc dans des cavités d'arbres, mais pas que. Aussi derrière les décollements d'écorce, regardez, des fois, vous verrez sur des arbres, en fait, des vieux arbres. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est les arbres sénescents avec des gros troncs de bon diamètre. Et du coup, vous avez des fois de l'écorce en fait qui se décolle du tronc. Il y a des chauves-souris qui se mettent ici aussi. Et parfois, par exemple, après un orage, une branche peut casser. Ça va laisser une cicatrice ou une boursouflure, ou même avec le gel, en fait, il arrive des fois qu'il y ait des fissures dans le tronc de l'arbre. Et ben, dans ces fissures, prêtez-y un petit œil. Il y a des chauves-souris aussi. Et le fait de couper à blanc, ben, naturellement, je pense que je pense que la question ne se pose plus. Effectivement, si vous abattez l'arbre, vous abattez l'habitat de l'espèce, et c'est bien entendu néfaste pour la chauve-souris. C'est pour ça qu'il est recommandé, avant d'abattre un arbre, surtout si c'est un arbre avec un tronc assez conséquent, de faire venir un chiroptérologue, ou même juste quelqu'un qui puisse grimper, vérifier s'il y a des chauves-souris ou pas dedans. C'est vraiment très simple, n'importe qui peut le faire. Un petit coup de lampe torche dans la cavité, vous voyez tout de suite si au sol c'est vermoulu, si vous avez du guano, même des souillures des fois sur les entrées sur les loges de pique. Des fois il y a des souillures, en fait, c'est le guano et l'urine, en fait, parce que ça fait piquer aussi une chauve-souris, et du coup il y a des traces, et ça, ce sont des signes de présence de la chauve-souris. Donc oui, ne pas mettre un arbre à nu, ne pas araser avant d'être sûr qu'il n'y a pas de chauve-souris dedans. D'accord, merci Amandine. Hier, on a parlé lors de la première conférence de la pollution lumineuse. Et là, on a une question de Mathieu qui nous demande, les chauves-souris sont-elles sensibles à la pollution lumineuse nocturne? Et si oui, est-ce que vous avez des documents de sensibilisation et d'argumentation pour les élus? Alors, à l'adresse des élus, là, non. Je reprends la question. Oui, elles sont sensibles à la lumière. Alors, pas toutes. Il y a des espèces qu'on va appeler lucifuges, tout simplement, qui vraiment sont rébarbatrices à la lumière. Ça va être généralement les espèces de rhinolophes. Par exemple, si des rhinolophes vivent dans une église, dans un clocher d'église, l'élu a bien envie d'éclairer son église parce qu'il en est fan. Il va mettre des spots partout qui les éclairent comme ça en hauteur. Bon, bah, c'est fini, la colonie, elle va vraiment diminuer. Alors qu'au contraire, si vous regardez autour de chez vous, en ville notamment, vous regardez au niveau des lampadaires. Les lampadaires, en fait, attirent les insectes, et du coup, il y a des chauves-souris qui sont assez opportunistes, hein, toujours nos petites pipistrelles qui sont liées à l'homme, et qui se sont dit, mais c'est super intéressant, en fait, l'homme, il a créé un système de lumière qui va rapatrier toute notre nourriture. On n'a même plus besoin d'aller chasser trop loin ou autre. Et donc ces chauves-souris-là, elles, par exemple, vont se rapprocher des lampadaires. Celles que vous voyez, les toutes petites, tourner autour des lampadaires, c'est quasiment sûr, ce sera de la pipistrelle, et elle va être contente d'avoir la lumière, tout simplement parce que ça va concentrer les insectes.
Et les documents types à l'adresse des élus, non, là, j'ai rien qui me vient en tête. Par contre, vous avez le site de la SFEPM, qui est vraiment la Société de protection des mammifères, dont les chauves-souris. Donc vous trouverez sur Internet. Et eux, ils ont vraiment beaucoup de documentation. Et encore une fois, n'hésitez pas à me reposer cette question sur l'adresse du SOS, parce que peut-être que tout de suite, là, j'y pense pas, mais qu'on aurait des documents voilà, qui pourraient être mis à disposition des élus. Le mieux, c'est vraiment de mettre en place un éclairage qui n'attire pas les insectes. C'est vraiment ça le principal, qui ne met pas de chaleur et qui n'attire pas les insectes. Et bien entendu, diriger vers le bas. Parce que voilà, sinon il y a une déperdition de lumière, ça fait des halos lumineux, parce qu'il n'y a pas que la lumière directe, il y a aussi tout le halo, tout ce flou en fait, et ça peut être nocif pour certaines chauves-souris. D'accord. Toujours dans cette idée de préservation de la chauve-souris et surtout grâce à des politiques publiques, on a Romain qui nous demande quels sont les programmes de conservation qui sont actuellement mis en place en Nouvelle-Aquitaine. Alors, il y a un grand programme c'est le PRAC. Le PRAC, ça dure 10 ans, je crois. Donc, c'est à l'échelle nationale. Et en fait, ça met en place des mesures de conservation pour des espèces qui ont été identifiées en amont comme des espèces cibles, vraiment en déclin. Et donc, il y a tout un tas d'actions en faveur de ces espèces. Je crois que ça se décline en 10 sous-actions. Et du coup, vous avez le PRAC national qui est décliné en fait après à chaque région. Et donc vous en avez un en Aquitaine. Si ça vous intéresse, pareil, il y a un site qui est dédié et vous voyez toutes les petites actions. Et du coup, nous, quand on mène des actions, on essaye de mener des actions dans le cadre du PRAC. Ça va être par exemple des suivis de sites. Au GCA, par exemple, avec les bénévoles, 2 fois par an, on rentre dans les grottes et on va suivre les chauves-souris pour estimer les populations. Donc on compte tout simplement. On rentre dans la grotte avec notre lampe torche. Et puis, ah, tiens, un murin de Daubenton. Ah, tiens, là, il y a ça. Ah, tiens, là, il y a ça. Ah, là, il y en a beaucoup. Clac, une photo, je m'en vais. Et en fait, année après année, à la même période, le fait de faire ces suivis, ça nous permet de voir un peu l'évolution des populations. Ah, bah tiens, cette espèce-là qui était sensible, il y avait 3000 individus l'an dernier, il n'y en a plus que 2000. Où est-ce qu'ils sont passés? On va contacter nos voisins de l'autre région, savoir si la population n'a pas, alors, essaimé ou essainé, ça se dit pas trop, mais n'a pas migré vers un autre site. Et on arrive à peu près à des effectifs corrects ou pas. Ou au contraire, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en un an? Pourquoi la population a décliné? Et ça, ce sont plusieurs petites actions qui sont rapportées au PRAC, en fait. C'est vraiment le suivi d'espèces, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au sein du GCA et où les bénévoles sont conviés et c'est très sympa. D'accord. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre métier de chiroptérologue, je crois qu'on dit comme ça. Et Sarah toujours Chiroptérologue, nous oui. demande chiroptérologue, voilà. Et donc Sarah nous demande comment on peut faire pour devenir chiroptérologue. Parce que Sarah a l'air visiblement Oh là là, passionnée par les chauves-souris. c'est génial. Être chiroptérologue, ça peut se faire très rapidement. Moi, je suis passionnée maintenant des chauves-souris, mais c'est pas une passion que je voue depuis le berceau, en fait. Donc, faut pas se dire, oh zut, c'est trop tard, je suis trop vieille, machin, je peux pas le faire. Non, si vous avez de la motivation, si vous êtes intéressé, le monde des chiroptérologues, en fait, grandit de plus en plus. Vous aurez forcément des gens autour de vous qui s'y connaissent, qui pourront déjà vous apprendre des choses. Inscrivez-vous dans les associations locales, soit le GCA en Aquitaine, mais il y a d'autres associations de sauvegarde de la nature hein, qui font plusieurs autres groupes d'espèces, pas que les chauves-souris. Et à ce moment-là, vous apprendrez des choses et vous verrez qu'est-ce qui vous plaît en tant que futur chiroptérologue. Est-ce que c'est faire des suivis? Est-ce que c'est faire de la capture? Est-ce que c'est faire de la recherche? C'est un métier qui est vraiment varié. Moi, je sais que ce que j'adore perso en tant que chiroptérologue, c'est vraiment aller sur le terrain et mettre en relation ce que j'entends, ce qu'une petite boîte me donne à l'oreille par rapport à ce que je vois. Et du coup, une fois qu'on sait ça, en fait, c'est d'essayer de les préserver. Ok, je sais qu'elles sont là, je sais qu'elles font ça. Et donc, du coup, moi, mon expertise, c'est de dire ça, vous n'y touchez pas, parce que ça peut être néfaste à la chauve-souris, etc. Donc, moi, c'est vraiment un objectif de préservation de l'espèce et de ses déplacements qui m'intéresse, et aussi beaucoup de sensibilisation. Mais après, chiroptérologue, vous n'avez pas d'études de chiroptérologue. On ne sort pas avec un diplôme de chiroptérologue. Il y a des formations qui existent. Vous avez des CPIE qui dispensent des formations. Le GCA dispense des formations à différents niveaux. Encore une fois, moi j'ai commencé les chauves-souris, je savais juste que c'était un mammifère et c'est tout. Et ça fait que 3 ans. Et vous voyez, et aujourd'hui, j'arrive à en parler devant vous et je suis passionnée. Donc,
Si vous avez de la motivation, il y a tout un tas de formations qui existent, accessibles en plus pour les bénévoles, hein, pour les particuliers, c'est vraiment accessible au niveau du prix. Et il y a tout un tas comment dire, d'outils aussi qui se développent de plus en plus et qui sont accessibles maintenant par le prix, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, être chiroptérologue, ça coûtait cher. Les appareils pour écouter les chauves-souris, en fait, ça vaut vraiment cher, il y a des fois quelques milliers d'euros. Donc bon, quand on fait ça pour son plaisir, on se dit je pars en vacances ou je m'achète un détecteur à chauve-souris. Voilà. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Dominique Vrignot qui est un passionné de chauve-souris et qui développe des outils, mais 10 fois moins cher, 20 fois moins cher peut-être. Donc c'est accessible. Être chiroptérologue, c'est accessible. Commencez par l'associatif, faites des formations, vous voyez que ça vous plaît toujours, il faut toujours voir l'envers du décor. Contactez-nous, vous voyez, on est un petit peu passionné, on aime un petit peu ce qu'on fait. On vous répondra avec tout ce qu'on peut vous dire, on vous le dira, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune rétention, pas de concurrence ou quoi. Mais voilà, c'est super si vous voulez devenir chiroptérologue et préserver les chauves-souris, on en a besoin. Mais en tout cas, sans devenir chiroptérologue, on a beaucoup de gens qui sont intéressés par les chauves-souris. C'est chouette, ça fait plaisir à C'est voir. super, ouais. On a une question de Céline qui nous dit qu'elle habite elle habite à la campagne, elle habite dans le nord de la Drôme. Elle a un jardin avec des arbres, donc elle a des murs et aussi des chats errants, apparemment. Elle nous demandait où est-ce qu'on peut trouver des nichoirs pour les chauves-souris et où est-ce qu'on peut les fixer. Alors, où trouver des nichoirs à chauves-souris? Franchement, fabriquez-le vous-même. C'est pas compliqué. Il y a beaucoup de tutos qui existent et qui sont pas mal faits. Encore une fois, allez voir le site de la SFEPM, il y a de la documentation dessus. Et si vous nous envoyez un petit mail avec vos coordonnées, je pourrais aussi vous envoyer la documentation. Un nichoir à chauve-souris, c'est 4 planches, 3 planches même. 3 planches, c'est tout. 3 planches, quelques clous. Si vous avez des enfants, pour un anniversaire, un enfant, ça peut être très sympa comme atelier. Donc voilà, du bois non traité, des petites vis, c'est très simple à monter. Vous avez des chats errants, chauve-souris, c'est pas terrible. Donc où le mettre en fait ce nichoir? Il faut le mettre dans des endroits déjà en hauteur pour justement éviter que le chat, parce que le chat c'est intelligent quand même et ça va vite comprendre qu'il y a des allées-venues de chauve-souris. Et généralement ça se poste juste à la sortie du gîte et puis ça y va à coup de patte, hein. Mais vraiment, et ça fait des dégâts considérables. Donc il faut le mettre en hauteur, on conseille 3 mètres généralement. Sur un mur, bien fixé, faut pas qu'il balance avec le vent. Si possible, pas exposé plein vent, faut pas qu'il y ait du vent qui tape dessus. Après, l'exposition, généralement, il me semble qu'on recommande l'est ou le sud-est. Si vous en mettez plusieurs, c'est pas mal aussi, hein. Je veux dire, quand il y a un arbre et qu'il y a une loge de pique, si elle est au nord, elle va pas être abandonnée parce qu'elle est au nord. Donc, mettez là où ça vous arrange. Il faut pas qu'il y ait de margelle en fait à côté pour que le chat justement puisse s'y mettre et après attraper le nichoir. Mais voilà, en hauteur, bien ensoleillé, voilà, au-dessus de votre jardin, sans pesticides, avec vous qui les attendez et qui les regardez d'un air amoureux, je pense que ça devrait le faire. Super, merci. Alors, je vais prendre peut-être une petite dernière question. On avait une question assez technique qui était posée tout au début par Laura, qui nous demandait est-ce qu'on peut faire la distinction entre le petit et le grand rhinolophe simplement par l'étude des cris? Oui, oui. Le grand rhinolophe, alors déjà, alors, la question c'est sur les cris, mais en tout cas, morphologiquement, on comprend pourquoi on l'appelle grand et petit, hein. Le petit rhinolophe, c'est un petit pouce, vraiment. Et après, il y a l'histoire des ailes et tout ça, mais c'est pas la question. Donc oui, on fait la distinction. Le grand rhinolophe, il va émettre, alors les sons seront à peu près pareils, par contre, ce que vous avez entendu tout à l'heure, là, le son de l'espace, globalement, ça va être ça, ça va être très aigu. Très aigu parce que très haut en fréquence. Le grand rhinolophe, il va avoir une plage de fréquence, en fait, qui tourne autour de 86, entre 80 et 85, 86. Donc si vous avez des sons comme ça, c'est du grand rhinolophe. Vous cherchez même pas à comprendre, il n'y a que lui, c'est du grand rhinolophe. Si vous avez des sons autour de 105, 106, 107, là vous avez le petit rhinolophe, le rhinolophe euryale. Là c'est plus compliqué. Il y en a beaucoup qui se cassent les dents, même des chiroptérologues aguerris. Ça demande un peu plus de travail parce que là on fait genre qu'on y connaît bien avec notre petite machine et nos fréquences. Dites-vous que surtout au début, en fait, ces sons-là, on les enregistre et on les repasse sur ordinateur pour mesurer les sons, vraiment voir. Parce que l'oreille, il faut vraiment se fier à son oreille, c'est important, et pas à ses yeux. On a trop tendance, nous, à se reposer sur nos yeux, donc c'est très bien de travailler son oreille. Et parfois, malheureusement, on n'a pas assez confiance en nous. Et puis, plus on vieillit, et moins vous entendrez de rhinolophe. Si vous avez une mauvaise audition, les aigus, vous ne les entendrez plus.
Ça, c'est nature, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, oui, voilà, le grand rhinolophe, 85, le petit rhinolophe, 106 à peu près. Et vous ferez la distinction. Mais pareil, il y a la documentation qui existe, des choses très bien faites, soit sur le site Vigikiro aussi. Il y a des documentations vraiment pour débutants. Et sur la SFEPM, vous aurez forcément des liens qui vous renverront vers ces structures. D'accord, merci. Je vois que Sophie nous demande si, donc peut-être qu'on pourra le mettre en commentaire. Elle nous demande si vous pouvez nous rappeler les coordonnées du monsieur qui fait des détecteurs ou autre matériel pour les chiro. Alors, il les fait, mais c'est pas il les fait pas pour vous et vous le vend. J'aurais dû mieux préciser. Lui, il les a développés gratuitement. Et ça, c'est un terme gratuitement. Il les a mis à disposition. Il a mis tous les plans à disposition avec la liste de courses à faire gratuitement. Donc, c'est Jean-Dominique Vrignot. Il est basé vers Poitiers, il me semble, à vérifier. Et du coup, les appareils, ce sont les passive recorder, active recorder. Et en fait, ça se présente sous forme d'atelier. Actuellement, avec la Covid, c'est très compliqué d'organiser. Mais là, il y a eu une grande campagne. On a plus de 400 appareils qui ont été commandés. Et en fait, vous venez dans ce qui s'appelle des Fab Labs. Donc, il faut être 10 à peu près. Vous venez avec votre petit fer à souder si vous en avez, un petit tournevis si vous en avez. Et vous construisez votre propre appareil. Donc, encore une fois, c'est génial, quoi. C'est vous-même qui construisez votre propre appareil. Si votre appareil tombe en panne, vous savez le réparer. Et ça, c'est génial. Et du coup, ce monsieur, donc au début, il a créé des ateliers. Donc, il y a eu 10 personnes, et puis ça fait boule de neige. Il y a des personnes qui se sont dit, bah tiens, moi aussi, je vais organiser un atelier, et puis je vais en faire ailleurs en France, et 10 personnes qui en ont, et ainsi de suite. Et là, on en est à une couverture de je ne sais pas combien d'appareils sur toute la France. Donc, pareil, suivez ça, allez sur son site, non, mais si vous tapez Jean-Dominique Vrignot, Passive Recorder, vous tomberez forcément sur de la documentation. Et au pire, je le rappelle, envoyez-nous des mails. Je pourrais vous répondre aussi par mail plus posément avec la documentation qui va bien. Alors juste, donc, pour ceux qui ne l'ont pas, est-ce que vous pouvez nous rappeler votre mail et on Alors, le mettra en commentaire je ne sais pas aussi? si Jérôme... Ouais, Jérôme, si tu peux remettre la diapo, s'il te plaît. La dernière, Peut-être la l'avant-dernière. diapo de fin, Avant-dernière. ouais. Ouais, sur le mot de la fin. Donc alors, je vais vous la dire, mais je vais oublier un point, un truc comme ça. Sinon, vous allez sur le site du GCA et vous avez les coordonnées du réseau SOS. Donc c'est GCA. Merci. Voilà, on Donc la voit arriver. gca-asso.fr. Et si tu reviens à celle d'avant, tu as celle du SOS directement. Ah, pardon, encore d'avant. Merci. Voilà. On est Avant. bon? Non, non, c'était. Allez, encore avant. Moi, non. Ouais, stop. Super. Très bien. Voilà. SOS chauve-souris au pluriel. .aquitaine@gmail.com. Voilà. Là, vous envoyez un mail. Il y a 99% de chances que ce soit moi qui vous réponde. Et voilà. Et dès que j'ai. En fait, on essaie quand même de hiérarchiser les demandes, hein. Donc, vous étonnez pas si je vous réponds pas dans la minute. Comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment une asso bénévole. Donc, c'est du temps de bénévole, tout ça. Et parfois, si j'ai une question, voilà, comment on fait un nichoir, ok, et que le même jour, j'ai trouvé une chauve-souris avec une aile complètement fracturée, bah, je répondrai d'abord à la personne qui a trouvé la chauve-souris pour des questions de survie, tout simplement, il faut aller très vite. Et ensuite, je vous répondrai, il n'y a aucun souci, je ne laisse pas de demande non traitée, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus pour toutes les questions qu'on n'aurait pas pu répondre. Très bien. Bon, ben, j'espère que vous avez tous noté l'adresse et effectivement, n'hésitez pas à contacter Amandine si vous avez la moindre question. Merci C'est beaucoup, ça. Amandine. On va arriver Et à la fin de merci, notre je première suis très conférence, de cette contente. deuxième conférence. Ouais, je suis super contente des questions et des réactions des gens. Ce sont des questions Mais vraiment moi aussi. intéressantes qui ont été posées. Ouais. Donc Mais oui, oui. merci. Et là, je pense que, je suis désolée, j'en ai peut-être encore oublié, mais on dirait qu'on avait beaucoup de questions aujourd'hui. C'est bon signe, ça veut dire que les gens s'intéressent. C'est chouette. C'est ça. Je vais être saturée de mails, je sens, mais c'est pas grave. Ça va vous faire un peu de Allez-y, boulot pendant ce allez-y. confinement. Bon, C'est merci ça, beaucoup en voilà. tout cas, Amandine. Merci à tous de nous avoir Merci. suivis. On vous donne rendez-vous ce soir pour le film Le Cas du Castor, en présence du réalisateur Basile Gerbeau, pardon. Donc le film sera diffusé à 19 heures directement sur le site du festival. Et demain aussi, on se retrouve à 10 heures pour notre troisième conférence sur le passage du jour à la nuit sous l'eau. Merci encore de nous avoir suivis et à demain. Merci beaucoup.